Bonsoir à tous. À la une de ce journal présidentiel Gabon 2016, au-delà de la campagne électorale, un coup de projecteur sur la ville Port-Gentil permet d'illustrer la situation économique de ce pays d'Afrique centrale. La chute du baril de pétrole affecte tous les secteurs d'activité, au point que de nombreux Gabonais disent avoir perdu leur emploi, mais ils gardent l'espoir d'un redécollage économique. On verra tout cela avec nos envoyés spéciaux qui feront également le point sur cette nouvelle journée de campagne présidentielle au Gabon. Et ici au Cameroun, des promoteurs d'établissements scolaires privés tremblent après la publication d'une liste noire des collèges frappés d'interdiction d'ouvrir les portes en raison des violations des formalités légales de création et d'ouverture, tandis que certains reconnaissent qu'ils fonctionnent en toute clandestinité. D'autres critiquent cette liste noire du ministère des Enseignements secondaires, dénonçant une cabale menée contre leur collège. À suivre dans ce journal une enquête pour voir plus clair sur la floraison des collèges clandestins au Cameroun. On en parle dans un instant. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette reconstitution du meurtre des sœurs Lucie et Blandine Chatap qui a révélé l'horreur et la violence de leurs agresseurs. Il s'agit d'un repris de justice. Le propre neveu qui a asséné pas moins de 34 coups de couteau à sa propre tante alors que sa sœur lui venait à la rescousse. Elle n'a pas échappé à la violence du complice de son neveu. Un véritable film d'horreur reconstitué dans ce reportage de Yannick Mbazoua. À la lumière de la reconstitution des faits, il apparaît que le jour du drame, Boris Demeko et son complice Henri-Richard Tchungui, tous des repris de justice, sont arrivés dans le domicile des sœurs Lucie et Blandine Chatap, respectivement âgées de 67 et 61 ans, c'est au quartier Mwombo, au lieu-dit Clinique Sainte-Cécile à Yaoundé. À leur arrivée, comme l'expliquent les coupables, éclate une dispute entre Boris Demeko et Blandine Chatap. Quand il revient, elle se lève pour entrer dedans. Moi, tu sais, bloque la porte. Vas-y, bloque comme tu as bloqué la porte. Tu bloques, elle n'entre pas. La sexagénaire sera physiquement agressée et tuée à l'aide d'un couteau de cuisine. Ça va beaucoup moins piquer comme ça. Ça, tu as eu 34 coups de couteau. Quand tu as piqué, elle allait tomber là-bas. Lucie Chatap, venue s'enquérir des raisons des cris de sa sœur, subira le même sort. Sur le sol de la maison, les traces de sang, toujours perceptibles, définissent l'horreur. Après ce forfait, les deux présumés assassins ont dévalisé le domicile, emportant ainsi une importante somme d'argent et quelques biens matériels. Quand j'ouvre, je vois l'enveloppe. Ici, l'enveloppe sort sur l'argent, se verse à l'intérieur. Je le regarde, sur le même âge au miroir. Quand il envoie la main, il prend l'argent, il se recule une fois. Je dis que, gars, on a brise, il lui manque l'argent. Il vient me donner le one love. Alerté, la direction régionale de la police judiciaire va lancer une traque, laquelle conduira dans la nuit du 10 au 11 août 2016 à l'arrestation des deux coupables. Ils ont été placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Kondengui. La reconstitution des faits de ce drame, sous la conduite du commissaire divisionnaire Aimé Raymond Evina, s'est déroulée devant une foule enragée, prête à lyncher les présumés assassins. Vous n'avez peut-être pas oublié Junior. Cet enfant de 3 ans s'est retrouvé au fond d'une fosse septique après l'écroulement des latrines traditionnelles à Bépanda dans le 5e arrondissement de Douala. Les fouilles avaient été suspendues au bout de 3 jours et la fosse refermée selon les instructions du procureur de la République. Une situation incompréhensible pour les riverains de cette cité donc, qui a été détruite par les autorités. Ils estiment que les fouilles auraient dû se poursuivre afin de retrouver le corps de cet enfant de 3 ans. Reportage Warren Zede et Sylvestre Zangaou. 2 semaines après l'effondrement de la dalle des toilettes d'un domicile, avec le petit Junior Dongfak, 3 ans, au quartier Bépanda Tonnerre à Douala 5e,
Une dalle a été effectivement coulée sur la fosse, dans laquelle le corps de cet enfant était resté introuvable. Le domicile dans lequel vivaient ses parents a été partiellement démoli pour créer un passage permettant d'effectuer des travaux. Et le site a été fermé. Mais les voisins, eux, auraient bien voulu que les sapeurs-pompiers poursuivent leurs recherches. On n'a pas beaucoup cherché le corps, on devait chercher le corps même pendant une semaine avant de voir que nous, on ne peut plus retrouver. Ça nous dérange, mais on ne peut plus rien faire parce que le trou est déjà fermé. Non, c'est embarrassant, mais on va faire comment? On n'a pas le choix. À la demande du procureur de la République, près du tribunal de Ndokoti, après les efforts vains des sapeurs-pompiers de retrouver la dépouille du petit junior, il avait été décidé de refermer cette fosse avec une dalle. Une décision difficile à supporter pour la famille de l'enfant qui, jusqu'à ce jour, peine à faire le deuil sans le corps. Bafoussam est devenu le théâtre d'une guerre ouverte entre la communauté urbaine et la commune du 1er arrondissement. Au centre de la discorde, une parcelle de terrain sur laquelle la municipalité de Bafoussam 1er a entrepris de construire un hôtel de ville, un chantier qui ne rencontre pas l'assentiment de la communauté urbaine de Bafoussam. Elle a déployé des engins pour détruire les premiers murs de cet hôtel de ville de Bafoussam 1er, Dallas Tiana et Jean-Paul Founiat. Sur cette parcelle de terrain où la commune de Bafoussam 1er a lancé la construction de son hôtel de ville il y a quelques jours, les engins de la communauté urbaine de Bafoussam viennent de saccager le chantier. Clôture de protection arrachée, parpaings broyés et autres matériaux éparpillés. Au petit matin, à 5h30, il y a une équipe de la communauté urbaine appuyée par quelques éléments de force de l'ordre sous la demande, me dit-on, du gouverneur de la région de l'Ouest, qui ont fait une descente sur le site de construction de l'hôtel de ville et ont tout saccagé. Ils ont tout saccagé. Et je dis je regrette parce que ça ne ressemble pas à l'état du Cameroun. C'est beaucoup plus un acte barbare de bandits, de voyous. Choqués au vif par cette destruction des biens, des conseillers municipaux de Bafoussam 1er et habitants de cette municipalité sont fâchés. Tous s'apprêtaient à effectuer une marche pacifique de protestation. Informés, le maire de Bafoussam 1er, dans une concertation, appelle ses administrés et camarades de parti au calme. Il est hors de question de casser quoi que ce soit. Ils ont dit, vous avez suivi, qu'ils vont mettre le marché de la communauté urbaine à 100 aussi, comme ils ont cassé le truc. J'ai dit, le marché n'appartient pas à un individu. Ceux qui ont cassé, ils ne sont pas propriétaires du marché. Ils gèrent et ils vont laisser partir. Si on brûle cette histoire, nous aurons tous perdu. On a des militants dedans, on aura perdu. Donc il est hors de question. Je ne veux pas voir la main ou l'ombre d'un militant derrière ce qui peut arriver. Seul le pain de terre est donc à l'origine de cette guerre ouverte entre les deux collectivités territoriales décentralisées. Selon des documents de vente remis à la presse, la mairie de Bafoussam 1er avait acheté ce terrain au sieur Gabriel Tchendjou à 120 millions de francs CFA. Un terrain acquis dans de bonnes conditions, avec titre foncier acheté avec l'appui du préfet, en poste. C'est lui qui nous a même parrainé dans l'achat de ce terrain. Nous avons obtenu tous les papiers, nous avons saisi le FECOM qui a mené toutes sortes d'enquêtes, a accepté de financer, a donné la non-objection, les travaux ont commencé. On se demande bien pourquoi on peut venir faire ce que vous avez vu ce matin. Joint au téléphone par nos confrères du quotidien Le Messager, Emmanuel Zété, le super maire de Bafoussam depuis Paris, ne veut rien entendre, encore moins rembourser les 120 millions et entrer en possession de la parcelle. De son côté, le maire Foka Foka, pas du tout prêt à négocier sur un bien dûment acquis, promet de saisir la justice. En toile de fond de cette affaire, une bataille de positionnement et une campagne de déstabilisation entre les élites RDPC de la MIFI. Les opposants, ce n'est pas seulement ceux qui crient à haute voix. Il y a même des gens qui arborent nos tenues, la tenue des RDPC, qui sont plus dangereux que ceux de l'autre côté. En plus de la justice des tribunaux, le comité central du RDPC aurait été saisi et Jean Kou était attendu de toute urgence à Bafoussam pour éteindre les flammes de la discorde qui pourraient embraser toute la famille RDPC de la MIFI. Vous l'avez vu à Bafoussam, cette destruction du chantier de l'hôtel de ville a suscité une grosse colère de l'exécutif municipal. Je vous propose à présent d'écouter le coup de gueule du premier adjoint du maire de Bafoussam 1er, Hippolyte Tchoutezo. Nous sommes en tiraillement avec les autorités administratives. Pourquoi? Après que le contrôle supérieur de l'État soit venu ici, ils ont dit qu'on ne devrait pas financer les fêtes publiques là.
on ne devrait pas financer deux fois les fêtes publiques. Parce que quand à Yaoundé, on a décaisse l'argent, et qu'à la commune, ils prennent encore de l'argent, ça fait un double financement. C'est une faute de gestion. On a donc instruit au maire de ne plus donner l'argent aux autorités administratives. C'est de ça qu'il est question. Et le receveur partant était devenu très dur vis-à-vis de ça, parce que c'est à lui qu'on avait écrit. Et son départ part même de là, parce qu'il faut qu'on vous dise des choses, les coulisses de nuit. On a écrit, on a formellement dit qu'il ne faut plus donner l'argent aux autorités administratives parce qu'ils reçoivent l'argent de Yaoundé pour les fêtes officielles. Alors on a commencé à être persécutés. On a commencé à dire, comme vous ne voulez pas donner, vous voulez montrer que vous êtes plus intelligent, vous avez été à l'école, vous allez voir. Je me rappelle, j'étais le 20 mai en résidence du gouverneur, qui est venu me saluer à Choumata. Comment va Bafoussam premier? Il dit, bien excellence, il dit, mérite de tous les contrevers. J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il a fui, il a glissé. Et c'est quand j'ai vu le maire, j'ai dit au maire, est-ce que tu as donné un peu d'argent au gouverneur? Il dit, non, non, vraiment, le receveur a refusé. J'ai dit, je comprends pourquoi on dit mairie de tous les confusions, mairie de toutes les confusions. Donc, au fond, c'est l'argent. Il faut qu'on vous dise, le maire de Bafoussam premier a un problème avec les autorités parce qu'il ne donne pas de l'argent. Parlons de toute autre chose à présent. En cette saison des pluies, des espaces marchands sont dans un piteux état au Cameroun. Après le marché B de Bafoussam, coup de projecteur ce soir sur le marché du Rail, situé à Bonabéry, dans le 4e arrondissement de Douala. Des commerçantes y proposent des produits dans un environnement qui ne respecte pas les règles d'hygiène et de salubrité. Reportage Étienne Pascal, Azégué. C'est désormais les pieds dans l'eau que les commerçants du marché du Rail exercent leurs activités. Nous sommes à la sortie ouest de la ville de Douala, plus précisément à Bonabéry. L'on a de la peine à croire que ce sont des produits destinés à la consommation qui sont écoulés dans cet espace devenu insalubre. Des tas d'immondices mélangés à de la boue donnent un décor pas du tout agréable à voir. C'est pourtant dans cette sorte de cocktail Molotov que les commerçants disent vouloir continuer à exercer leur activité. C'est tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse même rester dans la boue là. Mais parce que si nous restons dans le bon vent toujours. Parce que si on nous chasse, c'est que c'est fini. Et ça, c'est la rentrée en colère. Le marché du Rail, au dire des commerçants, n'est plus pris en considération par la commune d'arrondissement de Douala 4e. Ça, c'est un marché reconnu par l'État. Mais depuis que les travaux ont commencé, c'est comme nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Parce que quand on regarde les casses, on ne voit même pas nos autorités qui devaient être là pour nous soutenir. Et pourtant, ces agents continuent à prélever les taxes auprès d'eux. Ce marché donne bien la recette à la mairie. L'État bénéficie ici, là, parce qu'il paie les impôts. Nous, on paie le ticket ici, là, 1000 francs par mois. Parce que j'ai le comptoir. On paie 1000 francs. Donc, les gens qui vendent à terre comme ça, là, ils paient 500 francs après un jour. Donc, ici, là, la commune ne veut pas qu'on reste ici. Nous, on n'a pas le marché. Quelque chose devrait donc être fait par les autorités compétentes pour redonner un visage humain à cet espace marchand. Ou alors trouver un autre site de recasement où les commerçants pourraient exercer leurs activités à l'abri des intempéries. Il y a quelques jours, le ministère des Enseignements secondaires a publié une liste de 75 établissements scolaires privés frappés d'une interdiction d'ouvrir les portes en raison de la violation des formalités légales de création et d'ouverture. À Yaoundé, certains promoteurs de ces écoles incriminées reconnaissent qu'ils fonctionnent en marge de la réglementation, exposant ainsi des enfants à des années scolaires tumultueuses. Par contre, parmi ces écoles indexées, certains promoteurs s'étonnent de voir le nom parmi la liste noire. Ils dénoncent une cabale menée contre leur établissement scolaire. Joël Essengue et Marcelin Gansop. À l'Institut Monseigneur René Graffin, situé dans le 7e arrondissement de Yaoundé, l'administration marque son étonnement devant l'arrêté signé le 12 août dernier par le patron des enseignements secondaires. Moi, je ne peux pas comprendre comment notre école qui existe pour plus de 20 ans et qui a fait de très bons résultats
Et même le ministre de l'Éducation secondaire était ici pour lancer la semaine nationale de bilinguisme. Comment le ministre peut visiter une école clandestine? Pour les responsables de l'Institut Monseigneur René Graffin, la menace de fermeture qui pèse telle l'épée de Damoclès sur l'établissement n'est ni plus ni moins que le résultat d'une campagne de sabotage et de dénigrement orchestrée par des ennemis tapis dans l'ombre. À la différence de l'Institut Monseigneur René Graffin, la fondatrice du Royal College of Technology n'est pas surprise de voir le nom de son établissement figurer dans la liste publiée par le ministère des enseignements secondaires. Cette école a 2 ans de création. J'ai osé créer cette institution pour pouvoir, dans le cadre social, aider l'État, puisque ici, dans Royal College of Technology, j'ai recruté presque 33 enseignants. L'établissement entend néanmoins régulariser sa situation avant la fin du mois de septembre. Je ne crains pas qu'on ne me ferme, mais en tant que Camerounais, il fallait à tout prix aussi oser pour pouvoir aider aussi mon chef de l'État. D'ici le 30 septembre, mon dossier serait déjà déposé, puisque c'est en construction à l'heure actuelle où nous parlons. Ce sont au total 13 établissements scolaires relevant du secondaire qui sont menacés de fermeture dans le département du Fundi. Dans la liste se trouvent des établissements qui ne sont pas à leur première menace. Et pourtant, d'une année à l'autre, leurs fondateurs réussissent toujours à jongler avec l'autorité de l'État, non sans bénéficier de la complicité des délégués régionaux et départementaux des enseignements secondaires. C'est à eux qu'incombe en effet la responsabilité de faire respecter les instructions ministérielles. Mais la complaisance et les dessous de table passent par là. Résultat des courses, peu de fondateurs régularisent leur situation et la liste des établissements dits clandestins ne cesse de grossir. Ernest Galé-Bibé, dont c'est la première expérience en la matière, réussira-t-il à ramener les brebis égarées sur le droit chemin? On attend de voir. Je vous le disais en titre, présidentiel Gabon 2016. Au-delà de la campagne électorale, un zoom sur Port-Gentil permet d'illustrer la situation économique de ce pays d'Afrique centrale, dont l'essentiel des revenus est basé sur le pétrole. Jadis prospère en raison de cette industrie pétrolière, la ville Port-Gentil connaît une crise économique sans précédent. La chute du baril de pétrole affecte tous les secteurs d'activité au point que de nombreux Gabonais disent avoir perdu leur emploi. Pour autant, il y a des Camerounais qui gardent espoir d'un redécollage économique, qui sont bien nombreux à se retrouver du côté du Port-Gentil. On voit tout cela dans ce journal spécial campagne présidentielle Gabon 2016. C'est avec nos envoyés spéciaux que nous allons joindre en ligne de Libreville pour nous donner la quintessence de cette nouvelle journée de campagne électorale. Bonsoir. Libreville et le Gabon se sont lourdement réveillés ce jeudi matin après le long week-end ponctué notamment par la célébration de la fête de l'Assomption et plus encore la célébration du 56e anniversaire de l'indépendance du pays. Au lendemain de cette célébration, les différents candidats engagés dans la course pour la présidentielle du 27 août prochain ont à nouveau repris le bâton de pèlerin. Question de descendre dans l'arrière-pays et de sillonner les différentes villes pour convaincre les électeurs de les accompagner. Ali Bongo Ondimba, le président du pays et surtout candidat du Parti démocratique gabonais, lui a décidé de se rendre dans la province de l'Ougoué-Ivindo, précisément dans la ville de Makokou. C'était donc ce jeudi après-midi. Ali Bongo Ondimba, qui était déjà dans cette partie du pays il y a de cela quelques mois dans le cadre de la tournée républicaine qu'il avait décidé d'engager à travers le pays. Ali Bongo Ondimba qui lors de son message aux populations de l'Ougoué-Ivindo a fustigé le comportement de ses adversaires, des adversaires qui pour lui sont tout simplement des losers, des personnes
à la nation gabonaise le temps de leur participation active aux affaires de la nation. Lui a tout aussi critiqué la coalition et son champion, le champion qui n'est autre que Jean Ping. Jean Ping présenté donc par Ali Bongo Dimba au cours de ce meeting comme le véritable boulou-boulou, entendez, le véritable embrouillé de circonstances. On note que Ali Bongo Dimba poursuivra son périple après la localité de Makokou. Il se rendra demain vendredi dans la province du Wollontem, qui a pour ville principale Oyem. Il s'y rendra et de ce côté-là, on s'attend tout aussi à une belle ferveur publique, à une mobilisation importante pour attendre donc le candidat sortant. Parlant de l'opposition, on note que Jean Ping, principal adversaire ou leader de l'opposition, lui a accordé quelques interviews tout au long de cette journée de jeudi. Et pour la journée de demain vendredi, le candidat de l'opposition unie compte descendre lui aussi dans l'arrière-pays. Question de battre campagne aux côtés de ses coalitions, aux côtés donc de ceux-là qui l'accompagnent. On parle d'autre chose, toujours lié en tout cas à cette campagne électorale, pour dire que nos équipes ont approché Guy Christian Mavioga. Guy Christian Mavioga qui n'est autre que le porte-parole de la majorité présidentielle et par ailleurs président du bloc démocratique chrétien. Il parle de la coalition constituée donc par les trois figures emblématiques de l'opposition gabonaise. Pour lui, c'est une information qui est tout simplement la bienvenue pour le PDG. On l'écoute au micro d'Equinox Télévision. En face de nous, il n'y a pas de candidature unique. Il y a trois candidats qui ont décidé d'être ensemble. Les trois plus importants. Ils sont plus importants par rapport à quoi? Parce que vous pensez que vous estimez que les autres ne sont pas des candidats? Nous estimons qu'en politique, il ne faut pas minimiser les adversaires. Il y a trois candidats qui savent qu'ils ne peuvent pas aller de manière dispersée, ont décidé de se mettre ensemble, mais ça ne nous dérange pas, mais au contraire, ça nous rend service. Je vais vous dire pourquoi. Aujourd'hui, ils ont choisi un candidat Ping. Veuillez m'excuser. Ping a ses adeptes. Mais les adeptes de Guinzo Badama vont aller en partie. Et l'autre partie, on récupère. Dans le report de voix, l'autre partie, on récupère. C'est notre avantage. Les autres, Casimiro Yemba, il y a certains adeptes vont le suivre. D'autres seront déçus comme toujours et nous allons pouvoir les récupérer. Si au départ, on voulait avoir une victoire autour de 80%, grâce à 83 ou à 85%, je ne vois pas pourquoi leur association pourrait nous gêner. Bien au contraire, les dessus de ce mouvement, on va pouvoir les récupérer. Et pendant que je vous parle, dans ma salle d'attente, je suis sûr qu'il y a plusieurs états-majors qui étaient avec les candidats qui se sont désistés, qui veulent négocier pour être avec nous. Et nous disons encore, la porte est ouverte parce que Ali Bongo est pour tout le monde. Ce n'est pas un candidat qui chasse, bien au contraire qui rassemble. La main est toujours tendue pour tous les Gabonais. Et Ali Bongo n'appartient pas seulement à la majorité, il appartient à tous les Gabonais. Et je vais vous surprendre, même Ping votera le jour J, Ali Bongo Ndimba. Et même ceux qui sont désistés, au fond d'eux, ils vont voter Ali Bongo Ndimba. En face. Notons qu'il y a de cela quelques jours, le président candidat Ali Bongo Dimba s'était rendu dans la capitale économique du pays, Port-Gentil, qui avait donc accueilli Ali Bongo Dimba. Ali Bongo Dimba qui, lors de ce meeting, était resté fidèle à son ton, fidèle à son discours, fidèle tout aussi à ses bains de foule. Éric Fernand Kwamo nous fait le compte rendu de cette descente. Ces jours de meeting du Parti démocratique gabonais à Port-Gentil. Dès les premiers chants du coq, les militants et militantes ont pris d'assaut le stade de la ville. 16 h, le candidat Ali Bongo arrive et se lance dans un bain de foule. Le président il a déjà gagné, hein? C'est notre président, c'est notre champion, il a déjà été élu, c'est bon. Ils vont pleurer, ouais, ils vont pleurer.
Ici, le PDG, parti au pouvoir, bénéficie du soutien de certains partis de l'opposition, dite de la majorité présidentielle. C'est à ce titre que l'un d'eux se présente à l'estrade pour convaincre les électeurs de Port-Gentil. La construction de logements sociaux, la création de 24 000 emplois dans le secteur privé, tout ça, c'est Monsieur Tour, c'est le candidat de Tour, Vient alors le temps de l'adresse du candidat Ali Bongo à ses militants. Du haut de l'estrade, il se fait encadrer par des militants sous les couleurs ouvrières. Le candidat Ali Bongo promet aux jeunes de Port-Gentil l'accélération de la formation et surtout la professionnalisation pour leur permettre de décrocher un emploi dans cette ville économique. Aussi, comme je l'ai dit, augmenter tous les crédits pour l'éducation et la formation des jeunes. Les jeunes, vous êtes là, les jeunes, vous me suivez. Nous allons travailler pour vous, pour développer l'éducation et la formation professionnelle pour les jeunes. Et aussi, dans le cadre de la décennie des femmes, travailler pour les femmes, pour les rendre plus autonomes. Car les femmes, j'ai besoin de vous. Je vous l'ai déjà dit la semaine dernière, je vous le répète, pas d'émergence sans vous. Et comme depuis le début de sa campagne électorale, le candidat du PDG s'est fait accompagner et entourer non seulement par sa famille politique, mais surtout sa famille nucléaire. L'Ogooué Maritime a donné au Gabon et le Gabon, avec moi, va rendre à l'Ogooué Maritime. Est-ce que j'ai tenu parole? Est-ce que j'ai tenu parole? Est-ce que j'ai tenu parole? Et je maintiens toujours que nous allons rendre à l'Ogooué Maritime ce que cette province a apporté au pays. Mais je ne le ferai pas seul, je le ferai avec vous, avec votre soutien. Et de province en province où nous passons, nous rassemblons les Gabonais. Nous rassemblons les Gabonais autour d'une idée forte qui est celle de l'unité. L'unité de notre pays, le développement de notre pays, avec comme leitmotiv l'égalité de chance. Port-Gentil, la capitale économique et ses habitants dont Ali Bongo Dimbaï. Sa délégation avec le sourire, un sourire et une jeunesse qui cache mal la morosité économique et surtout les difficultés qui s'y dessinent en raison notamment de la baisse du cours du pétrole sur le marché mondial. Port-Gentil, comme il se porte, voici le regard plus que social d'Éric Fernand Kouamou. Voici le squelette du nouveau stade de Port-Gentil. Il se dresse majestueusement au cœur de la ville, chef-lieu de la province de l'Ogooué Maritime. Sur le site, des ouvriers, pour la plupart des nationalités chinoises, s'activent pour lui donner la mention prêt à utiliser avant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football. Il y a moins d'un an, ce site était encore vierge et occupé par les eaux. De quoi impressionner ceux qui viennent d'ailleurs. Pour le stade, je pense que vraiment c'est un exemple pour l'Afrique parce que le délai des avancements de travaux, vraiment, c'est très avancé. Ce qu'on ne voit pas ailleurs, comme chez nous au Cameroun. Donc, à moins d'un an, nous, on a un stade à ce niveau-là. Vraiment, c'est à féliciter, quoi. Donc, par rapport à ce qu'on voit chez nous et la qualité quand même du travail. Parce que chez nous, on s'attendait peut-être le stade de Limbe à un grand truc. Mais aujourd'hui, on a vu ce qu'on a vu. Bon, quand je regarde ce qu'on fait de ce côté, je dis, bon, pourquoi pas chez nous? Port-Gentil, c'est aussi et surtout ces installations pétrolières qui coiffent la mer. La chute du prix du baril du pétrole sur le marché international a sérieusement affecté l'activité économique ici. La majorité des sociétés sont fermées. Beaucoup de gens sont au chômage, donc c'est un peu ça. Pour le moment, les gens essaient de survivre avec les petits commerces, d'autres personnes qu'on a licenciées, et certaines même qui se sont rabattues dans le taxi, c'est tout Gabonais.
Et pourtant, avant, ils ne faisaient pas ça. Hein. Donc maintenant, pour le moment, on attend, voir ce que ça va donner. Faire un an, disons 1 an et demi que nous on vit la crise économique qui fait en sorte que les activités sont en baisse. Mais on sert après les élections, tout va aller mieux parce qu'il y a baisse de la crise. La crise c'est partout, c'est en Guinée, la Guinée vit aussi la crise comme le Gabon, nous on ne vit que du pétrole à Port-Gentil. Mais je sers après les élections, tout va aller mieux parce que toutes les sociétés qui ont fermé, ils vont encore ouvrir après les élections. Malgré tout, Port-Gentil vit et le marché Grand Village respire. Ici, l'on retrouve une forte communauté camerounaise. Ce matin, nous en rencontrons dans ce couloir dédié à la coiffure. J'ai quitté le Cameroun parce que je venais au Gabon pour chercher ma vie parce qu'au Cameroun, dans le domaine que je fais, je ne gagne pas assez. Mais par contre, au Gabon, une tête que je coiffe au Cameroun, c'est 1000 francs. Par contre, au Gabon, c'est 5000. Donc, je trouve mon compte ici, là. Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon pays. J'aime mon pays, mais ici, je trouve quand même mon bout de pain. Non, il n'y a pas de souci. Nous, on voulait seulement trouver... On veut voyager pour voir les pays des autres pour ça. Donc, on a trouvé seulement mieux de traverser la frontière aussi pour aller voir les autres pays. C'est comme ça, après, on va retourner. Plusieurs de ces femmes camerounaises ne rentreront pas de sitôt au pays natal. Déjà parfaitement intégrées ici à Port-Gentil, elles entendent couler encore la sueur de leur front ici au Gabon. En tout cas, bon, moi je rentre, principalement moi je ne rentre pas parce que je cherche encore un bon fonds de commerce pour pouvoir retourner chez moi. Mais c'est parce que moi j'ai fui mon pays, c'est tout juste que je cherche un peu de sous pour retourner, pour pouvoir aussi construire la maison, pour pouvoir aussi... Bon, pouvoir construire des maisons, pour aussi situer ma famille, mes enfants, mes parents et moi-même en principe. La chute du prix du baril du pétrole sur le marché international a certainement affecté considérablement l'activité économique ici à Port-Gentil. Mais seulement, elle n'a pas affecté la détermination des populations à se battre pour gagner leur pain quotidien. Ici Port-Gentil, au Gabon, ici Éric Florent Ouattat et Éric Kouamo, envoyés spéciaux Equinox Télévision. La campagne électorale se poursuit donc âprement à l'amorce du week-end. La tension ou alors est de plus en plus perceptible dans les différents états-majors. À l'amorce de ce week-end, les activités vont tout aussi s'intensifier un peu plus. Surtout que dès lundi prochain, l'on entamera la dernière ligne droite dans le cadre de cette opération séduction de l'électorat gabonais. Un peu plus de 650 000 électeurs qui sont appelés à voter le prochain président de la République du Gabon le 27 août prochain. Voilà donc pour la livraison de ce jour de cette spéciale élection présidentielle Gabon 2016 avec la contribution d'Éric Fernand Kouamo, de Guy Zogo, de Jean-Marie Awano, Éric Ouattat, Carlos Minoué. Merci encore Cédric Noufélé. À vous l'antenne pour la suite à Douala. Merci Éric Martial Ndjomo pour toutes ces précisions. C'était dans la page consacrée à la présidentielle Gabon 2016. Equinox Télévision au cœur des grands rendez-vous sportifs, politiques et économiques sur le continent africain. Revenons au Cameroun où vous avez aperçu dans ce reportage d'Éric Kouamo la construction d'un stade du côté de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon. Ici au Cameroun, les travaux démarrent à peine sur le site de construction du complexe sportif d'Olembe, c'est à Yaoundé, et les populations doutent que le chantier soit livré dans les délais tels que prévus en juin 2018. Néanmoins, elles espèrent que des techniciens camerounais seront recrutés pour la réalisation de ce gigantesque projet évalué à près de 163 milliards de francs CFA. Élisée Bokba et Ike Cyril. La vie suit son cours au quartier Olembe à Yaoundé. Sur la nationale numéro 1, les voitures vont et viennent, tandis qu'à un carrefour, des motos-taxis attendent des clients.
Le site de construction du futur complexe sportif d'Olembe n'est pas loin de là. C'est une vaste étendue de terre au milieu d'une forêt où on ne voit que quelques engins en activité. Un chantier comme ça ne devait pas travailler avec 2 camions, 3 camions. On ne sait pas si ça avance ou ça rentre derrière, on ne sait pas. Donc on est en train de douter où ça va lancer quand, où on va travailler quand, on ne sait pas. Juin 2018, c'est le délai fixé par l'entreprise italienne pour livrer le stade de 60 000 places, les 2 stades annexes et l'hôtel de 70 chambres. Si les populations d'Olembe émettent des doutes quant au respect de ce délai, elles posent également un autre problème. Nous déplorons quelque chose. C'est un peu la manière de l'emploi. Ça va générer beaucoup d'emplois, mais il faudrait que le gouvernement camerounais suive la façon le système d'embauche et un peu voir si la société en place peut respecter le code du travail camerounais pour qu'on puisse aussi bénéficier. Parce que c'est quand même un projet de grande envergure. Que chaque Camerounais technicien de son état puisse aussi s'assurer une retraite en travaillant dans ce projet-là. C'est donc clair qu'à Olembe, on émet le vœu de voir les Camerounais être engagés dans le chantier. Plusieurs personnes sont arrivées ici, des jeunes. Moi, j'y étais. On a demandé de repasser un peu plus tard. Et nous sommes dans l'attente là. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées, qui m'ont laissé les contacts. Que s'il y a un mouvement là-bas, qui leur signale. Mais entre-temps, rien n'est fait. Tout est encore à faire à Olembe. Une partie de la route qui mène au site du futur complexe sportif attend encore son bitume. L'autre partie, celle qui jouxte les logements sociaux nouvellement construits ici, bénéficie pour l'instant aux auto-écoles. Cette affiche présente la maquette du futur complexe sportif d'Olembe. Sur le chantier pour l'instant, seuls quelques engins s'activent. Les populations ici veulent voir le démarrage effectif des travaux, tout comme elles espèrent que les Camerounais seront nombreux parmi les techniciens qui seront appelés à travailler ici. Depuis le site du futur complexe sportif d'Olembe, Élisée Borba, Aïk Cyril, Equinox Télévision. Ne manquez pas un rendez-vous ce soir sur Equinox Télévision, Regard Social, qui fait de nouvelles révélations sur l'affaire Monique Koumatekel. C'est à suivre juste après ce journal. C'est une présentation de Flavien Dongo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du 20h. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.